Mesdames, Messieurs, bonsoir. Acceptez ce sourire, car pour la première fois de notre histoire, la Guinée, notre pays, conclut un programme avec le Fonds monétaire international, cela 4 ans après l'annulation des 2/3 de stock de sa dette. Mais cette belle perspective qui se présente à nous, nous permet-elle de projeter avec assurance et sérénité la croissance accélérée du pays? En tout cas, sur le plan national, le climat social et politique est apaisé. Sur le plan international, tout le monde semble prêter attention à notre pays. Alors, quel programme de développement économique et social envisagé, élaboré pour enfin répondre à nos vieilles espérances? Eh bien, dans cette émission Guinée Actu Itinéraire économique, nous recevons ce soir une dame du dossier. Elle a une compétence sur les problématiques de développement. Adja Mama Kani Diallo est notre invitée. Elle est ministre du Plan et de la Coopération internationale. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci, madame, une fois encore, d'être venue à nous pour qu'on comprenne mieux. Alors, vous avez été économiste payé au niveau de la Banque africaine de développement. Vous avez une expérience prouvée dans la formulation des projets. Vous avez fait un bref passage comme conseiller au niveau de la primature, de la présidence de la République, excusez-moi, madame. Alors, en vous appelant au gouvernement et surtout à ce poste stratégique de ministère du Plan et de la Coopération, selon vous, qu'est-ce que le chef de l'État a voulu que vous apportiez à son chantier? Je pense qu'il est évident que les critères de sélection de ce nouveau gouvernement sont basés sur les CV. Et donc, je pense que le président de la République a voulu insuffler un souffle nouveau pour avoir une équipe complémentaire qui se complète et surtout rajeunir et féminiser. Et moi, je pense que c'est mon expérience sur les projets, sur l'international, qui ont motivé ma nomination à ce poste. Et là, pratiquement, le poste, certains le définiraient comme étant le charbon, parce que là, il est question de mobiliser des fonds pour un pays où tout est urgence. Est-ce que, vu votre expérience au niveau de la Banque africaine de développement, un partenaire dont le pays vraiment avait besoin, est-ce que cela aussi n'a pas trop pesé pour qu'on mise sur vous, pour faciliter peut-être les décaissements de fonds et la mobilisation internationale? Mais en fait, le problème de décaissement, ça rentre dans le cadre du cycle du projet. Ce n'est pas un problème spécifique. Il faut voir tout le processus dans son ensemble. Et le fait que j'ai l'expérience de la BAD, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international me permet effectivement d'avoir une compréhension des procédures de ces institutions-là, compréhension qui peut aider à faciliter non seulement la mobilisation, mais surtout l'identification, la préparation et l'évaluation des projets. Et la maîtrise des procédures de ces institutions-là est fondamentale, puisqu'il faudrait s'assurer que les demandes de décaissement respectent les procédures de ces institutions-là. Alors, dans le terrain, comment ça se passe? Vous êtes au gouvernement depuis maintenant 9 mois. Vous avez une lettre de mission. Où est-ce que vous en êtes exactement dans l'exécution de cette lettre de mission, madame? En fait, je pense que c'est un peu ambitieux de faire un bilan en 6 mois. C'est beaucoup de prétentions. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que au départ, il y a eu une discussion, une concertation entre Monsieur le Premier ministre et toute l'équipe du gouvernement. Et sur la base de ces discussions, nous avons fait des propositions de programme de travail qui s'est transformé en lettre de mission. C'est à peu près un contrat entre Monsieur le Premier ministre et les différents ministres quant à la réalisation des objectifs que le gouvernement s'est fixés. Le président de la République nous a donné la vision, il nous a donné la direction vers laquelle nous devons aller.
Et nous avons évalué les objectifs que nous avons discuté avec M. le Premier ministre et s'entendre sur ces objectifs-là. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, à ce jour, il y a un certain nombre de chantiers qu'on est en train de mettre en place parce que, vous savez, pour avoir des résultats, il faut d'abord se préparer. Pour se préparer, il faut d'abord identifier, faire l'état des lieux, savoir quels sont les problèmes, quelles sont les contraintes et en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, voir dans quelle mesure on peut le réaliser dans un minimum de temps. Ça vous permet d'avoir un tableau de bord avant de prendre la route. Vous avez pris la route depuis quel mois? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre sur table? Bon, quand je suis arrivée au ministère, j'ai commencé d'abord par essayer de réorganiser le département. Parce que vous savez qu'il y a une fusion entre deux départements, le plan et puis la coopération. Et cela implique qu'il y a... Qui n'est pas une première d'ailleurs. Qui n'est pas une première, parce que ça a existé dans le passé et c'est une suite logique de toutes les façons quand on parle de planification et de financement de développement. Et donc, en fusionnant ces deux structures, il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas redondance à l'intérieur des différentes directions. Et on s'est attelé à faire cela. Et puis, en parallèle, on a aussi essayé d'élaborer un manuel de procédure pour qu'on puisse avoir un guide à travers duquel les personnels du ministère peuvent fonctionner de façon logique, cohérente et sans superposition de prérogatives. Je pense que c'est fondamental qu'il y ait une harmonie à l'intérieur du département et que chacun sache là où il est et qu'est-ce qu'on attend de lui. Oui. Et donc, c'est une déclinaison de la lettre de mission au niveau des différentes directions. Et comme vous le savez, la direction des investissements est maintenant au plan, ainsi que la stratégie de réduction de la pauvreté qui était auparavant au ministère des Finances. Donc, il fallait voir une harmonisation à l'intérieur du département qui nous permet de fonctionner et d'avoir des résultats plus probants. Bon, on se dit que cela a été réussi facilement, c'est normal. Maintenant, les Guinéens, eux, ils s'attendent à du concret. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, le plan vraiment a réussi à mettre en place, le plan et la coopération ont réussi à mettre en place pour accélérer les projets de développement du pays? N'oubliez pas que ce n'est pas un début pour la Guinée, c'est un processus. Il y a des projets qui ont commencé depuis longtemps. Nous n'avons pas la prétention de dire combien on commence les projets, etc. Ce qu'on a fait, c'est de faire une espèce d'évaluation des problèmes. Le premier problème auquel on a été confronté, c'est de savoir qu'il y a une mobilisation des partenaires, il y a des promesses d'engagement, de financement de projets, mais il y a aussi des accords qui sont signés, mais l'exécution de ces projets-là ne correspond pas au temps qui a été alloué à leur mise en place. Et donc, il y avait des blocages. Il y avait des blocages, il y avait des goulots d'étranglement qu'on a identifiés, qu'on essaie d'adresser, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre en une fois, puisque, comme vous le savez, il y a pendant longtemps des problèmes de gouvernance en Guinée, ce n'est pas un secret, ça a existé depuis longtemps. Donc on essaie un peu de clarifier d'abord les liens institutionnels dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, mais surtout aussi identifier les mesures très rapides qu'on peut rapidement mettre en place pour avoir des résultats. Et je pense que ça commence à donner déjà des résultats, puisque nous avons une certaine accélération des décaissements des projets qui sont financés. Super. Mais sur le plan de la stratégie de développement, est-ce qu'aujourd'hui il y a un plan, il y a une visibilité qui est donnée, on sait où on va? Absolument. Et c'est ça l'une des particularités de ce gouvernement, c'est que dès au départ, le président de la République nous a donné la direction à suivre. Et ce gouvernement-là a mis la planification au centre de la cohésion de l'action gouvernementale. Parce que vous savez que c'est fondamental de planifier avant même de penser à rechercher des fonds. Les partenaires s'attendent à ce qu'on leur dise où on veut aller, dans quelle direction on veut aller, avant même qu'on ne pense au projet spécifique.
Donc, cette vision-là s'est transformée en un engagement très concret qui a été annoncé par Monsieur le Premier ministre, qui consiste à dire on remet la planification au centre du financement du développement. Et c'est ce qui a été, c'est ce qui est en route. Une fois que l'annonce a été faite par Monsieur le Premier ministre, on s'est mis au travail. On a constitué des groupes, on a constitué une task force, on a constitué déjà on a élaboré le document cadre qui permet l'élaboration, faciliter l'élaboration de ce plan-là. Et c'est la note conceptuelle qu'on a élaborée et qu'on a partagée avec tous les départements ministériels. Et à partir de là, le canevas est tracé et le chronogramme est tracé et on sait à peu près à quelle période on pourra mettre à la disposition du public de la première mouture de ce document-là. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas une reprise du DRSP? On sait, il y avait, dans ce pays-là, il y a une troisième génération de documents stratégiques de lutte contre la pauvreté. Est-ce que c'est pas, il ne s'agit pas de réactiver ça? Non, en fait, nous avons voulu, en tout cas, c'était mon idée de départ, c'est de bâtir sur l'expérience. On ne part pas de nulle part. Il y a déjà des actions très importantes qui ont été menées dans ce pays-là. Il y a des personnes qui ont porté des projets très importants, ce qui nous permet aujourd'hui, malgré l'effet Ebola, d'être encore à un taux de croissance de 5%, ce qui n'est pas évident. Donc, en termes de projection, hein? En termes de projection, évidemment, puisque bon, de toutes les façons, pour 2015, on sait que c'était 0,1 ou 0,2% de taux de croissance. Et là, les projections sont absolument fiables puisqu'on les a discutées avec la récente mission du Fonds pour s'entendre que le chiffre qu'on avance est plutôt réaliste. Il était évalué à 4,8 et avec la 8e revue, on s'est rendu compte qu'il y a une certaine hausse grâce à un certain nombre de départements tels que la performance des départements tels que les mines, l'énergie et l'agriculture qui ont été les secteurs les moins touchés par l'effet négatif de Ebola. Donc, bâtir sur le passé, tenir compte du fait qu'on a un plan quinquennal parce que depuis le début de la Troisième République, la planification a été réintroduite dans le financement du développement en Guinée. Donc, il y avait le plan quinquennal, malheureusement, qui n'a pas été exécuté comme on l'a souhaité, puisqu'il y avait des facteurs qui ont entravé à sa performance, dont l'évolution internationale, le prix des matières premières, il y a la crise Ebola. Et ce plan est arrivé à échéance, 2015. Le DSRP, c'était une génération de documents qui prenaient la place de la planification. C'est-à-dire que les partenaires sont venus, ils n'ont pas trouvé grand-chose, donc on a convenu avec eux pour faciliter les relations d'élaborer les documents de réduction de pauvreté. On était le 3e, est arrivé à échéance en 2015. Donc il y avait un certain vide qu'il fallait combler par l'établissement d'un document cadre, un cadre de concertation qui va servir de base de négociation avec tous nos partenaires. Et c'est un document qui se veut inclusif, c'est-à-dire ce n'est pas 2 ou 3 fonctionnaires ou en tout cas une équipe de fonctionnaires qui se met dans un coin pour élaborer le plan. Il y a tout un processus. Et qui définit la stratégie nationale de développement. Exactement. Pour cela, madame, je pense qu'on a besoin de s'appuyer sur des chiffres, des données statistiques fiables. Aujourd'hui, il y a l'Institut national de statistique qui a un peu repris vie et qui fonctionne. Peut-être on va revenir un peu en profondeur sur son fonctionnement. Je vous propose quand même de suivre ce reportage réalisé par un de nos reporters, Seyar Kamara. Suivez, madame. L'Institut national de la statistique est un établissement public à caractère administratif. Le service a pour vocation de produire et de certifier les données sur la Guinée. En son sein, cette direction mène des enquêtes de pauvreté, de démographie et de compte public parmi tant d'autres.
Pour atteindre ces résultats, 2 types d'enquêtes s'avèrent nécessaires. Pour les données de routine, on met en place un système d'information dans chaque département qui permet à chaque département de collecter ses propres données. Et puis maintenant, il transmet à l'INS. Maintenant, ce qui concerne les données d'impact, on fait des grandes enquêtes. En général, on le fait chaque 5 ans. En 2014, l'INS a produit le 3e recensement général de la population et de l'habitat pour un montant de 10 millions de dollars. D'après ce travail, le nombre de Guinéens est de 10 500 000 habitants, alors que chaque 10 ans, le pays doit fournir une situation. Il faut que, dès maintenant, là, on se prépare pour le recensement de 2024. Cette nouvelle dynamique a permis d'épurer le retard dans la publication des comptes publics. À date, les chiffres provisoires des 5 dernières années sont disponibles, un acquis obtenu en moins de 24 mois. Je suis heureux de dire à la face du monde que la Guinée a rattrapé son retard dans la production des comptes nationaux. On est en 2016, les comptes nationaux 2015 provisoires sont disponibles. Les comptes nationaux 2014 sont élaborés. Les comptes nationaux 2013 sont élaborés. Les comptes nationaux 2012 sont élaborés. Comme conséquence, les partenaires techniques et financiers ont revu à la hausse la croissance économique. Le taux prévisionnel de 3,8% est passé à 5,2%. Un exemple de performance soutenue par la statistique. Selon les spécialistes, la démarche est incontournable pour tout projet et programme de développement. Je crois que nos autorités commencent à prendre conscience de l'importance des statistiques dans notre développement. S'il n'y a pas de statistiques fiables, il n'y a pas de projet de développement viable. Sur la base de quoi vous allez dire qu'on va faire des routes, on va construire des immeubles, on va donner l'électricité. C'est les statistiques fiables qui permettent à un décideur de planifier le développement. L'Institut national de la statistique est titulaire d'un site appelé stateguinée.info, l'objectif étant d'animer régulièrement ce canal d'information. Au finish, mettre à la connaissance du grand public le système statistique national. Madame, on a le sentiment que quelque chose change, quelque chose bouge, parce qu'enfin, les statistiques nous permettent de revoir certaines idées. Vous avez vu le passage du FMI qui projette une nouvelle croissance économique. Et peut-être aussi, on va maintenant avoir une idée sur l'évolution de notre PIB réel. Oui, absolument. Et comme M. Kabal a indiqué, les statistiques sont au cœur de tout processus de planification. C'est pour ça que nous avons concentré beaucoup d'efforts dans l'amélioration non seulement des conditions de travail, mais surtout pour s'assurer qu'il y a une amélioration de la qualité de la statistique. Et surtout, avoir un organisme officiel qui donne les statistiques du pays. Et cela, pour ce faire, l'Institut doit travailler avec les départements sectoriels pour qu'il y ait une harmonie dans les données. Et on a entamé un exercice qui est assez important, qui va nous permettre d'élargir notre base de financement du développement par l'emploi extérieur, c'est la réévaluation du PIB. C'est un exercice qui a été déjà réalisé au Nigeria, par exemple, et cela a permis de trouver qu'il y a pratiquement un doublement des estimations qui existaient sur la nature du PIB et surtout son contenu. Et c'est le même exercice qu'on compte faire avec l'appui de la CEA. Et cela nous permettra de savoir qu'on ne va plus utiliser des chiffres de 2002 pour donner des estimations ou des indications pour la performance ou en tout cas le niveau du PIB en 2016. Madame, deux de nos confrères débatteurs nous ont rejoints sur ce plateau. Ibrahim Sori Traoré du site d'information Guinée 7, mais aussi Alpha Ousmane Diangolo Bari, journaliste et surtout sociologue du développement économique et social. Ils ont des questions pour vous, madame. Merci. Bonjour, monsieur Bari. Oui, alors, ça, madame. Avant de parler peut-être des statistiques, vous avez dit au départ que nous savons de haute lutte, vous avez réussi
à ramener chez vous la Direction nationale des investissements. Il se trouve qu'il y a encore des problèmes parce que ceux qui travaillaient pour le compte de cette direction, au niveau du ministère des Finances, sont restés, en tout cas selon les petites enquêtes que l'on a menées, ils sont restés et ceux qui sont chez vous, mais il se trouve qu'ils n'ont pas souvent accès à tous les dossiers, à tous les documents qui sont bloqués ailleurs. Que faites-vous pour un peu trouver une solution à cela? Non, je pense que c'est un problème qui n'existe pas. C'est vrai qu'il y a peut-être un déficit d'information, mais vous savez, le retour des investissements au niveau du plan, c'est une suite logique. On identifie les problèmes, on planifie, on prépare le programme d'investissement et on mobilise les ressources. C'est une suite logique. Et je voudrais indiquer que depuis que le décret est sorti, et nous avons pris les dispositions pour la réintégration de cette direction au niveau du département. Et cela est d'autant plus réel que j'ai profité de l'occasion pour revoir les attributions de toutes les directions du département pour justement éviter qu'il y ait un conflit de compétences ou un manque de communication ou un manque de coordination. Aujourd'hui, cette direction est effectivement au ministère du Plan et de la Coopération. Ce qu'on a essayé de faire, c'est que la direction qui existait à la coopération et celle qui vient de rejoindre le Plan et la Coopération ont été unifiées. Et aujourd'hui, on a une seule direction. Okay. Et cela fonctionne de façon normale. Bon, il y a peut-être un petit moment de gap parce que c'est tout à fait normal. Il faut que le mécanisme se mette en place. Mais on a mis suffisamment d'efforts pour s'assurer qu'il y a d'abord une intégration effective, mais aussi qu'il y ait une efficacité qui résulte justement de ce mouvement-là, parce que cela facilite beaucoup plus le travail de mobilisation de ressources. D'accord, on peut donc se réjouir de ce que ça marche. Oui, mais cela, s'il y a eu des grincements, ça veut dire que vraiment il y avait nécessité d'unir ces deux directions, parce que ça veut dire que les deux ne travaillaient pas ensemble, non, alors qu'ils devaient travailler ensemble. Exactement, parce que vous savez, il y a la vocation de planification et la vocation de gestion des ressources financières de l'État. Et ces deux activités ne peuvent pas être réalisées par une seule direction. Ça pose problème. Donc le fait de les séparer, nous avons maintenant la possibilité d'identifier les problèmes, c'est-à-dire on rapproche la réalisation du projet sur le terrain avec le niveau de décaissement. Si un projet nous envoie une demande de décaissement, on s'assure que cette demande de décaissement correspond à une réalisation sur le terrain. Et ça, c'est absolument fondamental parce que par le passé, ça a été un des éléments qui ont bloqué la réalisation de projets de façon planifiée. Oui, d'accord. Alors, si je peux continuer, donc sur les statistiques maintenant, on a vu le directeur national qui est très, on va dire, qui est très... Bon, je ne voulais pas dire dynamique, je ne connais pas. Mais bon, je voulais dire quand même qu'il était très enthousiaste pour dire que ça marche maintenant. Mais Madame la ministre, on ne sait jusqu'à présent pas, par exemple, combien de chômeurs il y a en Guinée. En tout cas, on ne fait que spéculer là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver vraiment des problèmes, des solutions aux problèmes de l'emploi si on ne connaît même pas le nombre de chômeurs qu'il y a en Guinée? C'est une façon de dire qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau des statistiques. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser. N'oubliez pas que nous venons de loin. Ce pays a eu des difficultés par le passé, et des fois des difficultés qui ne sont pas liées à la volonté de nous-mêmes, puisqu'on a été frappé de plein fouet avec la maladie à virus Ebola. Mais avant ça, n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup d'années d'incertitude en Guinée. Et d'un coup de baguette magique, c'est difficile de résoudre tous ces problèmes-là en même temps. Mais ce qui est fondamental, c'est de savoir identifier les problèmes. Commencer à identifier les pistes possibles pour résoudre les problèmes.
C'est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait et puis on brandit, on dit on a fait ceci. Il faut mettre les bases, il faut remettre ce pays dans un fonctionnement normal, comme tous les autres pays. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses à faire. Je vois par exemple au sein de mon ministère, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord s'assurer quel est le nombre exact de fonctionnaires dans mon ministère. Pour cela, j'ai demandé à chaque directeur de fournir la liste effective avec toutes les références, photos à l'appui de tout son personnel. Et avec ça, nous aurons une idée beaucoup plus claire sur l'ensemble du personnel, une information qu'on va utiliser même dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail de ces travailleurs-là. Donc, c'est un processus. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place par ce gouvernement-là. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on sait où on va et on pense qu'on est dans la bonne direction. Au fur et à mesure, il y aura des étapes où on fera le point de ce qui a été fait et de ce qui a été réalisé. Djangolo? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur Marie. Je vous ai écouté tout à l'heure. Je vois que la planification est au cœur de toutes vos activités. Madame la ministre, merci de nous parler des réformes internes entreprises par votre département, notamment le manuel de procédure pour que nos téléspectateurs et les acteurs de développement puissent comprendre et appréhender la restructuration interne que vous êtes en train de faire en ce moment. Ok, merci monsieur Barry. Effectivement, disons que dès au départ, j'ai essayé de m'informer sur les textes qui existent de fonctionnement d'abord de la fonction publique et surtout de mon département. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je demandais une information, le résultat variait en fonction des personnes que j'avais en face de moi. Et j'ai eu l'impression qu'au fond, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on attend d'eux. Personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il est censé faire. Quand il arrive le matin au bureau, qu'est-ce qu'il doit faire toute la journée et quel est son niveau de responsabilité, quel est son niveau de reporting, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui est responsable quelque part, qu'il y ait un respect de la hiérarchie. Donc, l'approche la plus pragmatique que j'ai trouvée, c'est de me rapprocher des partenaires pour leur demander de nous aider à élaborer un manuel de procédure. Ce qui est en cours, normalement, il doit être disponible à la mi-octobre. Et ce manuel-là, c'est un cadre de travail qui va nous permettre de dire à chacun, voici ce qu'on attend de vous, quelles sont les limites de vos responsabilités, quelle est la façon de respecter la hiérarchie et de responsabiliser les gens dans la qualité du travail et dans le résultat du travail. Oui, mais est-ce que cela ne va pas mettre trop de procédures qui vont alourdir même le système de fonctionnement dans le ministère? Justement, c'est ça, c'est pour éviter l'alourdissement-là, c'est pour simplifier le cadre qu'on a pensé au manuel de procédure. C'est-à-dire, un fonctionnaire, il prend le manuel, il sait que cette direction doit fonctionner comme ça, cette division doit fonctionner comme ça, voici ce qu'on attend là. C'est purement simplifier toutes les complications que j'ai trouvées en place. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez un texte légal, c'est difficile de le trouver. D'accord. Madame, je voulais juste poser une question sur le plan encore, parce qu'il parlait de planification. Vous-même, vous l'avez dit au départ avec M. Camara, vous parliez d'un plan que vous avez mis en place. Je crois que chez vous, actuellement, c'est de faire un plan de développement 2016-2020, si je ne m'abuse. Il y en a eu plein d'autres avant vous, plan quinquennal, on a eu Guinée Vision 2000 et ainsi de suite. Et quelle est la touche particulière que vous avez apportée à ce plan, au plan que vous avez élaboré? Parce qu'on en a eu plein. Et, on a rêvé, mais on n'a jamais... Oui, en fait, le plan n'est pas encore élaboré. Il est en cours d'élaboration. Et l'approche différente qu'on a introduite, c'est de dire que il faut évaluer ce qui a été fait dans le passé. Quand vous entendez qu'il y a beaucoup de documents de planification, il y a problème. Parce que un pays doit avoir
un document unique, un cadre de concertation unique, un cadre de planification unique. Quand il y a une multitude de documents, ça veut dire que non seulement il y a manque de coordination, mais aussi même nos partenaires sont un peu perdus. Il y avait un vide par le passé. Avec la Troisième République, on a réinstallé la planification dans le processus de financement du développement. Ce n'est pas que ça n'a jamais existé, ça a existé dans le passé, mais compte tenu de notre histoire, à un moment donné, il n'y a pas eu de plan de développement. Donc, le premier plan qui a été réintroduit en 2015, il a pris fin en 2011, il a pris fin en 2015. Donc, et en parallèle, parce qu'il y a le vide, les partenaires ont exigé qu'on ait un document de réduction de la pauvreté. Et ce document-là a suivi 3 étapes. Il y a eu 3 documents successifs qui servaient de cadre de référence pour les partenaires là. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est bon, on a constaté qu'il y a ce problème-là, mais malgré l'élaboration du plan de relance post-Ebola, nous savons que la performance économique tarde à venir. Et donc, même dans le cadre de la mobilisation des ressources qui ont été annoncées pour le soutien de ce plan-là, ne s'est pas matérialisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir sur l'existant, faire un constat, élaborer un document qui va tenir compte de tout ce qui a été fait comme document de planification, tenir compte de la vision du président de la République qui sera traduite dans le document Guinée Vision 2040 et aussi tenir compte du fait que maintenant nous allons intégrer tout le processus de planification dans la gestion économique. Et les agendas internationaux aussi, madame. Et les agendas internationaux, merci de l'indiquer, parce que vous savez qu'on évolue dans un environnement intégrateur tel que la CEDEAO, mais surtout dans le monde maintenant. Vous avez vu avec les ODD, le monde entier s'est mis ensemble pour déterminer 17 critères de développement. On les appelle les 17 indicatifs de développement et qui s'appliquent à tous les pays. Donc, chaque pays, dans son processus d'élaboration de la planification, ou en tout cas, quel que soit le mécanisme utilisé, est tenu de tenir compte de ces 17 objectifs de développement durable. Madame, il se trouve aussi que parfois on craint que tous ces documents ou encore que toutes ces stratégies de réduction de pauvreté ne se perdent dans des documents, dans des séminaires et ainsi de suite. On a vu par le passé, on voit des personnes avec des boubous bien amidonnés qui font des séminaires et tout, mais on n'a jamais réussi à réduire cette pauvreté. On a commencé depuis les années 90, si je ne m'abuse, et jusqu'à maintenant, on est dans des stratégies mais jamais de réduction de pauvreté. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le commun des Guinéens peut se poser la question, quelle est encore la différence entre ce nouveau plan et tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Et justement, c'est justement pour clarifier tout ce qui a existé et qui n'a pas fonctionné qu'on vient dans le cadre de ce plan-là. N'oubliez pas que son élaboration ne se fera pas par les départements ministériels uniquement. Ça se fera avec la société civile, ça se fera avec le secteur privé, ça se fera avec les régions. Et quand on dit la même chose, la même démarche pour le document de réduction la différence ici, je vais vous dire la différence ici. Quand on dit participation de la société civile, ce n'est pas organiser un séminaire, inviter les gens, échanger. Non, c'est constituer un groupe de travail sur un thème bien spécifique où la société civile a un rôle important, surtout pour ce qui est du diagnostic de la pauvreté. Quelle est la préoccupation des populations? Qu'est-ce que les gens attendent du gouvernement? Et c'est dans ce groupe de travail qu'on va identifier, avoir une approche intégrée de ces préoccupations-là dans le cadre de l'élaboration du plan. Et vous prenez tous les autres groupes qui vont participer à l'élaboration, ça va être la même chose. Les partenaires, on les a embarqués dès au départ, on leur a dit, nous ne voulons pas que vous veniez nous imposer une stratégie de réduction de la pauvreté. Nous avons des idées, venez avec nous dès au départ, on va discuter et voir dans quel sens
vous allez nous accompagner. Il ne s'agit plus pour les partenaires de venir nous dire « faites ceci, faites cela ». Nous savons ce que nous voulons, nous savons vers où nous allons, nous connaissons nos contraintes, nous identifions nos problèmes et nous leur demandons « venez nous accompagner, venez discuter avec nous » pour que dès le départ, qu'on recueille votre point de vue sur notre démarche. Pour qu'au moment où le plan est finalisé, que ce soit le reflet des préoccupations de tous ces groupes-là. Oui, maintenant que le plan n'est pas élaboré, est-ce que cela veut dire que nous sommes en train de faire un pilotage à vue de notre développement? Non, absolument, absolument pas, absolument pas. N'oubliez pas que il n'y a jamais de rupture dans la gestion d'un État. Il y a une continuité de l'État. Nous, notre équipe qui est là, nous ne faisons que continuer les efforts qui ont été réalisés jusqu'à présent. Ce n'est pas parce que nous avons une vision particulière. Je ne parle pas d'efforts, je parle de prospective, je parle de projection, je parle de planification. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans le sens où il n'y a pas un point d'arrêt quelque part. On continue la procédure. Et au fur et à mesure, on la bonifie. On essaie d'éviter tous les problèmes qu'on a connus par le passé, toutes les contraintes qu'on a connues par le passé. C'est quand même paradoxal qu'un pays comme la Guinée, avec toutes les richesses qu'on a, qu'on soit 182e pays le plus pauvre du monde, et puis être à la 182e position par rapport à 188, c'est-à-dire nous faisons partie des derniers pays les plus développés. Avec tout le potentiel qu'on a, c'est un paradoxe. Donc il faut changer le paradigme, il faut remettre les choses en place et aller en tenant compte de ce qui nous avons identifié comme diagnostic. Oui. Ok. Madame la ministre, bon, la planification, c'est au cœur de toutes vos actions, ça c'est indiscutable, mais on sait que la maladie à virus Ebola a créé une grave crise sociale et économique dans notre pays, anéantissant ainsi des efforts qui ont été consentis, qui projetaient la croissance autour de 5% avant la crise sanitaire. Pouvez-vous nous parler un peu de la stratégie de relance et de résilience qui était, je pense, assortie d'un plan d'action prioritaire? Absolument. Qu'est-ce que cela peut donner avant que le plan national de développement soit mis en exergue? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Ce plan de relance post-Ebola est toujours en cours d'exécution. Le dernier sommet des chefs d'État de la Manoriva a indiqué que, en tout cas fait le constat, que les engagements qui ont été pris dans le soutien de la relance post-Ebola ne se sont pas concrétisés. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions. Les partenaires, il ne faut pas l'oublier, ont accompagné la Guinée. Et c'est grâce à ça qu'on est venu à bout de la maladie. Il y a cependant un certain essoufflement de la part des partenaires. Vous savez, quand il y a la crise, tout le monde est mobilisé. Mais au fur et à mesure que ça s'estompe dans les esprits, les engagements se ralentissent. Il y a beaucoup de problèmes à travers le monde. Il y a beaucoup d'autres crises sanitaires. Et ce n'est pas seulement Ebola. Mais ce qui est fondamental, c'est de dire que ce programme-là nous sert à peu près de pont entre la fin de DSRP3, la fin du plan quinquennal et l'attente du plan national de développement économique et social. Donc ça sert de pont. On est encore en train de faire des efforts considérables pour amener les partenaires à concrétiser leurs engagements, mais il ne faudrait pas oublier tout l'effort qu'ils ont fourni jusqu'à présent. Hier, il y a quelques jours, du côté de New York, où le chef de l'État séjourne, on l'a vu reprendre l'initiative pour remobiliser, relancer les donateurs qui s'étaient prononcés. La Guinée, elle est à pas moins de 500 millions de dollars. Est-ce que possible vraiment de mettre main sur ça aujourd'hui? Oui, en fait, je pense que ne vous focalisez pas tellement sur les chiffres parce que si on regarde les provinces au moment où il y a eu la crise, au moment où les gens ont fait leurs annonces, c'était des montants beaucoup plus importants. Ce qu'on a voulu faire, c'est de saisir l'occasion des Assemblées générales des Nations Unies pour organiser un événement parallèle et afin de donner une espèce de cadre
pour inviter nos partenaires à voir jusqu'à quelle mesure le plan a été mis en place et quels sont les besoins qui restent encore et quels sont les montants qui n'ont pas été concrétisés. C'est un appel qu'on fait aux partenaires pour leur demander de continuer à soutenir ce programme-là. Et dans l'espoir que au moment où on va terminer le plan, on va organiser une conférence de mobilisation de ressources pour nous permettre de financer réellement le développement et non pas seulement se focaliser sur un pan de l'activité économique. Madame, la chance que le gouvernement Youla peut certainement avoir avec vous, c'est que vous-même vous êtes issu de cette communauté financière internationale, s'il faut l'appeler ainsi. Alors, est-ce que vous pensez que maintenant, là, on s'y prend bien? Est-ce que vous pensez que vraiment tous ces plans que l'on est en train de monter, vous venez de dire que la communauté financière internationale s'essouffle un peu, c'est comme si elle était un peu fatiguée de nous, on tourne, si ce n'est pas des maladies, c'est la corruption et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'on s'y prend bien pour qu'on puisse vraiment faire ces décaissements? Absolument. Je pense que d'abord, vous avez bien fait de mentionner le problème de gouvernance. Vous savez, les partenaires, ils fonctionnent avec des critères rationnels et ils ont des comptes à rendre à leur mandant. Donc, quand ils font un financement, ils insistent sur le fait de savoir où va le financement. Est-ce que ça va vraiment financer le projet qui a été identifié? Est-ce que ça va résoudre le problème des populations ciblées? Donc, la gouvernance, malheureusement, une fois qu'on a une certaine réputation sur le plan international, ça persiste pendant un certain temps. Donc, c'est à nous de donner des gages à ces partenaires-là pour leur dire, écoutez, c'est vrai que dans le passé, il y a eu ça. Maintenant, voici ce qu'on propose pour justement réduire cet effet négatif de la mauvaise gouvernance, parce que vous n'êtes pas sans savoir que avec l'aide de la Banque mondiale, on a fait l'audit des marchés publics, document dans lequel on a identifié un certain nombre de problèmes qui vont faire l'objet de mesures qui seront mises en place. Et n'oubliez pas aussi tout l'effort qu'on fait dans la mobilisation des ressources internes, et surtout l'élargissement de l'assiette, mais aussi dans la qualité de la dépense. Ça, ce sont des facteurs importants pour les partenaires. Moi, dans toutes les rencontres que j'ai eues avec les partenaires, j'ai essayé de ne pas utiliser la langue de bois, parler franc, dire exactement où se situent les problèmes. Parce que vous êtes un des leurs, c'est ça? Vous connaissez bien. Bon, c'est un avantage, j'avoue, c'est un avantage de savoir leur mode de fonctionnement, donc je peux anticiper un peu leurs préoccupations et leurs questions. Et cela peut avoir le reflet qu'on veut sur, en tout cas, la coopération internationale. Absolument. Dans son volet mobilisation, notamment de recettes. Vous avez tout de suite parlé des efforts de mobilisation interne, mais il faut encore reconnaître que le pays compte beaucoup sur ses donateurs à l'étranger pour financer ses projets de développement. Nous allons voir comment tout cet effort-là est mené au niveau de la coopération. La coopération, un vieil instrument au service du développement. Ces derniers mois, les objectifs n'ont pas changé, mais la recherche des financements pour les projets de développement est davantage stimulée et diversifiée. Nous sommes un pays qui avons une diplomatie du développement et nous sommes à la recherche des financements à l'extérieur. En tant que tel, la création des ministères du plan et de la coopération permet de créer une certaine cohérence, une certaine cohésion, une certaine coordination entre les politiques, les orientations stratégiques du gouvernement, les priorités et les programmes et projets d'investissement par rapport aux besoins de coopération internationale qui sont recherchés au sein du même ministère. Depuis l'atteinte du point d'achèvement PPTE, plusieurs accords de coopération bénéficient davantage de l'attention des partenaires. Sur le plan sous-régional, le pays est en bonne intelligence avec ses voisins. Dans la dynamique de l'intégration, plusieurs programmes sont réactivés.
notamment l'interconnexion dans le domaine de la sécurité, l'énergie, l'éducation et le commerce. Il y a une nouvelle dynamique qui est créée, un engouement des partenaires au développement envers la Guinée en tant que pays qui amorce une croissance. Bien que entre 2014 et 2015, il y a eu l'épidémie Ebola qui est arrivée et qui a entraîné des pertes en vies humaines et beaucoup de choses. Mais ça a été une opportunité pour la Guinée de mieux penser les politiques et les stratégies de développement, les priorités et les programmes de développement, notamment en ce qui concerne le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur du développement rural et de l'industrie. Par sa mission de mobilisation des ressources à l'échelle internationale, la coopération reste un département central dans le développement de la Guinée. Plus de 70% des investissements nationaux sont financés par l'aide extérieure mobilisée par la coopération. Toutefois, des défis restent à relever pour parfaire cette coopération. Madame, avant de revenir sur ces défis, on voit que beaucoup d'efforts, mais on n'a pas de chiffres. Est-ce qu'il y a des chiffres qui puissent au moins nous orienter, nous dire effectivement, voilà l'effort de mobilisation que nous avons réussi? En fait, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand vous dites aux populations on a mobilisé 1 milliard et que la situation sur le terrain où leur vie quotidienne ne change pas, ça n'a pas d'importance pour eux. Oui, mais après ça, c'est notre débat. On va savoir pourquoi ça ne change pas oui, et comment oui, absolument, mais au moins de savoir, voilà, il y a eu 1 milliard, 2 milliards à mobiliser depuis 3 mois pour vous. Et voilà ce qu'on en a fait. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais je voudrais profiter de l'occasion pour insister sur le fait, parce que quand nous avons des débats comme ça, c'est un peu pour éclairer aussi les populations. C'est important de mobiliser des ressources, c'est vrai, mais c'est plus important de les utiliser à bon escient. Et dans le passé, il y a eu beaucoup de ressources. Mais malheureusement, dans la réalisation de projets, les résultats n'ont pas suivi cette mobilisation-là. Ce qui fait que les partenaires, en général, quand ça se passe comme ça, il y a des problèmes de gouvernance, ils réduisent leurs interventions s'ils ne suppriment pas complètement. L'élément fondamental dont il faut tenir compte ici, c'est l'engouement que les partenaires ont vis-à-vis de ce nouveau gouvernement. N'oubliez pas que l'effort de mobilisation ne repose pas uniquement sur le ministère du Plan et de la Coopération. Le président de la République fait un effort considérable. Le Premier ministre fait un effort considérable. Les autres ministres aussi participent. Quand il y a un projet secteur agricole, même si au moment de la signature, c'est signé par le ministre des Finances ou bien par le ministre de la Coopération, en amont, il y a des gens qui travaillent sur ces projets-là. Et ce qui est important, c'est de savoir que le résultat obtenu, c'est un résultat d'équipe, ce n'est pas un résultat d'individu. Ce serait très prétentieux de ma part pour venir vous dire que, par exemple, les 40 millions de dollars qu'on a eu avec la Banque mondiale ou les 15 millions avec la BAD, c'est grâce à moi. Ça, c'est grâce à moi. Non, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à toute une série d'équipes de gens qui ont travaillé sur ces projets-là et un travail qui a commencé de longue date et qui s'est concrétisé à un moment donné. Au moment de la signature, ce n'est pas ça le plus important, c'est le travail qui a été fait en amont. Et aujourd'hui, je pense que les partenaires ont une perception différente de la Guinée. Si tout le monde a été unanime pendant un certain temps qu'il y avait des problèmes de gouvernance, maintenant, ils pensent qu'on est sur la bonne voie, on est sur la bonne piste, puisqu'on a commencé par identifier les vrais problèmes. Et on a eu le courage, avec évidemment l'appui du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, parce que les appuis budgétaires, c'est en fait pour nous aider à mettre en place les mesures structurelles nécessaires
pour un développement économique. Même si les mesures sont douloureuses. Elles sont douloureuses parfois, je le conviens, mais quand vous voyez le résultat et l'impact à moyen et long terme, c'est beaucoup plus important. Je vois que le plus souvent on dit le fonds nous a imposé ceci, le fonds nous a... Non, le fonds n'impose rien du tout. D'abord, le fonds ne va dans un pays que s'il est invité. Ça, c'est un. De deux, si vous êtes en mesure de présenter des arguments solides au Fonds monétaire pour les discussions, ils sont preneurs. Ce n'est pas une imposition, c'est un dialogue. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et il faudrait qu'on essaie de percevoir ce nouveau gouvernement que c'est une équipe qui travaille. Et c'est ça qui est le plus important. Madame, est-ce que vos collègues ministres acceptent facilement votre rôle sur tout le plan, dans le cadre de la planification, votre rôle transversal? Est-ce qu'ils l'acceptent de bon gré? Oui, je pense que le problème ne se pose pas parce que ce n'est pas le seul ministère transversal. Il y a le ministère des Finances, il y a le ministère du Budget. Et on a une division du travail au sein du gouvernement. Chacun s'occupe d'une portion spécifique de l'action gouvernementale. C'est ce qui nous permet d'avoir des résultats et surtout d'avoir une synergie d'action entre les différents membres de départ. Dans le passé, je sais, j'ai vu quand je suis arrivée, les gens aiment souvent les antagonismes entre les ministres, les départements ministériels, les prérogatives et tout ça. Mais les arbitrages qui ont eu lieu au moment après la nomination de ce gouvernement-là a servi justement à planir ce genre de problème. Je vois par exemple avec le ministère des Finances et avec le ministère de la Coopération, nous travaillons en bonne harmonie. Okay. Madame, comme nous parlons maintenant de coopération, non? Oui. Je voulais justement vous faire remarquer, je ne sais pas si vous êtes au courant, nettement avant vous, beaucoup de gens se battaient pour aller au ministère de la Coopération pour gérer des fonds de contrepartie. Où on en est maintenant? Est-ce que ces fonds de contrepartie, comment ils sont gérés? Et on est à quel niveau d'encaissement? Mais aussi, est-ce que les opérateurs économiques à qui vous donnez le matériel à revendre et tout ça, est-ce qu'ils sont devenus un peu réglo vis-à-vis de l'État? Est-ce qu'ils payent en fait ce qu'ils ont pris? Ça, c'est un véritable problème parce que vous savez que, par exemple, le don japonais, il se fait dans ce cadre-là. Ils mettent à la disposition de la Guinée des ressources qui nous permettent d'importer du matériel qu'on rétrocède aux opérateurs économiques. Et c'est en fonction du recouvrement que les plans se mettent en place. Là, nous sommes au 9e don. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ils sont au 15e ou 16e don. Parce que ils exigent qu'on fasse le recouvrement jusqu'à un certain niveau pour pouvoir continuer. Et on a des difficultés à ce niveau-là. Qui ne sont toujours pas surmontées? Au niveau du 8e don, que j'ai trouvé qui était déjà dépassé, en tout cas du point de vue de la mise en place, mais du point de vue du recouvrement, il y avait peut-être un taux de 30% de recouvrement. Et ce qu'on a fait, on a essayé d'identifier les bénéficiaires et de leur envoyer des correspondances pour leur rappeler qu'ils doivent de l'argent à l'État. Et ça a eu son effet puisque certains parmi eux ont payé. Après, on a envoyé une deuxième lettre de relance. Ils ont réagi aussi. Donc, on a pu faire un recouvrement. Mais la dernière étape, on leur a dit, si vous ne vous régularisez pas vis-à-vis de l'État, nous allons publier la liste des mauvais payeurs. Et nous allons vous mettre sur la liste noire des gens qui ne vont pas bénéficier dans le futur de ce mécanisme-là. La mesure là va prendre du temps, madame? La mesure là, parce qu'il y a une question de procédure, nous sommes à la 3e étape et la dernière étape se fera avant fin novembre. Vous n'allez pas les poursuivre en justice? Non, parce que le ministère du Plan et de la Coopération n'a pas vocation à poursuivre les gens. Ce que nous faisons le constat. Malgré la publication des listes, s'ils ne sont pas toujours en règle avec l'État, on met le dossier à la disposition de l'agent judiciaire.
Et notre activité s'arrête là. Et l'agent judiciaire prend la relève. Absolument. Madame, est-ce qu'on peut connaître maintenant à combien s'élève cette dette vis-à-vis des opérateurs économiques? Est-ce que c'est une dette financière ou c'est du matériel? En fait, le mécanisme... Oui, mais à la fin, ça devient une dette... non, c'est pas ça. Parce que ça contribue au financement du développement, des projets de développement. Non, en fait... En contrepartie, c'est de l'argent. On peut connaître ce que ça vaut. Non, c'est-à-dire, le mécanisme est le suivant. Le gouvernement japonais met des ressources à notre disposition. Nous indiquons les produits qu'on veut importer. Nous les importons et au port, nous demandons aux bénéficiaires, des opérateurs économiques qui sont bénéficiaires de ce don-là, sur la base d'un contrat qu'on a déjà signé avec eux, on leur demande de venir récupérer le bien au port. Donc, de dédouaner le bien et de payer un montant de 10% de garantie. Et on établit une échéance. Tous les 6 mois, ils doivent payer un montant. Ça, c'est pour leur faciliter, c'est parce qu'il y a un problème de pression sur les devises. Donc, c'est pour leur faciliter de disposer de marchandises qu'ils peuvent mettre dans le circuit pour fonctionner. Et l'argent qu'ils versent, ce qui est la contrepartie, est versé dans un compte à la Banque centrale. Et ce compte-là est utilisé pour financer des projets sociaux. Donc, c'est ce mécanisme qui est en place. Donc, ce n'est pas une dette. Quel sens donner à cette phrase qui figure en bas de page de votre note conceptuelle? Je cite, « C'est en réussissant notre planification que nous planifierons notre réussite ». Oui, absolument. Le problème de communication, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer, est crucial. Dans tout ce qu'on fait, nous pensons qu'il y a un déficit de communication. La preuve est qu'il y a des informations qui sont véhiculées des fois qui ne reflètent pas la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit certainement que la population est déjà au courant qu'il y a eu des plans quinquennaux, qu'il y a eu des DSRP, qu'il y a ceci et cela. Mais nous disons qu'en intégrant l'aspect communication par étapes du processus d'élaboration, ça va éclairer les gens et ça va permettre aux gens de savoir qu'au moment où le plan sera finalisé, il y a une compréhension déjà qui est enclenchée. Et cela, on a intégré dans le processus d'élaboration l'aspect communication par étapes. On a la communication qui se fera de façon automatique au fur et à mesure qu'on va organiser des ateliers et au fur et à mesure qu'on va arriver à des résultats, on va essayer de faire des rapports d'étapes et de les publier pour que tout le monde soit au courant. Et ce souci qu'on a voulu, résoudre le souci qui consiste à... Parce que vous savez que quand on arrive à la publication d'un document, les gens vont dire, est-ce que ce n'est pas un énième document? Mais nous voulons qu'au moment où ils vont voir le document, qu'ils connaissent à peu près le contenu. Qu'ils se soient appropriés déjà du contenu et qu'ils savoir la finalité. Parce que vous savez, on fait ce plan-là, mais en parallèle, on va élaborer le programme d'investissement public, qui sera un programme triennal ajustable chaque année. Et ce programme-là, c'est ce programme-là qui va vraiment être au cœur du financement du développement. Et je voudrais insister sur le fait que c'est vrai que un pays ne peut pas se développer avec des dons. Donc nous ne pouvons pas compter sur les dons pour développer la Guinée. Nous pensons que la mobilisation des ressources internes couplée avec la qualification, enfin la qualité de la dépense, vont nous permettre d'avoir une espèce de confiance de la part des partenaires, surtout le secteur privé. Parce que vous savez, le secteur privé ne vient que s'il a confiance. Et nous devons donner des gages de confiance au secteur privé qui va être le moteur du développement de la Guinée. Donc, Madame, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais il y a une dernière question que j'aimerais vraiment vous poser. J'aurais aimé que la réponse soit très brève. Sur quoi vous aimeriez être jugé au niveau du ministère du Plan et de la Coopération? Autrement, quel est votre objectif fondamental? Qu'est-ce que vous voulez coûte que coûte
atteindre et auquel vous mettez vraiment un point d'honneur? Vous savez, quand je suis venue en Guinée, et je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que je peux faire? Vu l'immensité des problèmes, vu la gravité de la situation, puisque c'était pratiquement la période Ebola, et je me suis dit, j'étais un peu effrayée, parce que je me suis dit que si je dois contribuer, il faudrait que ça soit quelque chose qui va directement dans le soulagement des souffrances des populations. Et mon ambition, moi, je suis venue ici pour lutter contre la misère, pour lutter contre la pauvreté. Et si, d'une façon ou d'une autre, mon action à un niveau quelconque peut contribuer à soulager ces populations-là, je serai la personne la plus heureuse. Madame Adja Mama Kani Diallo, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Merci à nos confrères, merci à vous téléspectateurs. C'est terminé pour ce numéro de Guinée Actu itinéraire économique. Nous allons poursuivre cette émission la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à vous. Alutolo malonga kumalamba dento bende barade. Alutolo malonga kumalamba dento bende barade. Bamere mo barani molu bara makamo bende barade. Ete mere mo barani molu bara makamo bende barade. Ni makoratiye